Amis auditeurs, bonsoir. Passionnés d'histoire, bonsoir. Je suis accompagné de Gauthier Bonsoir Franck, bonsoir à tous les auditeurs de Fréquence Histoire. pour une émission consacrée à Jeanne d'Arc en vérité de Gerd Krumek. Oui Franck, Jeanne d'Arc en vérité, c'est un ouvrage qui est sorti il y a déjà quelques années en Allemagne, puisque son auteur est allemand. C'est un livre qui est sorti en 2006 et qui a été traduit en français en 2012. Pourquoi 2012 ? Parce que c'est le 500e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. C'était pas évident d'ailleurs, je l'ai appris en lisant les différentes critiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une réédition de cet ouvrage par Talandier il y a quelques semaines de cela. Et cet ouvrage comprend toujours cette préface intéressante de Philippe Contamine, historien médiéviste, même si l'auteur, Franck Gerd Krumek, est non seulement allemand, et c'est aussi un historien contemporanéiste. Il est en fait spécialiste de la Première Guerre mondiale et pas tellement de Jeanne d'Arc. Alors pour Jeanne d'Arc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais commençons par un petit poème. Dites-moi où, en quel pays, est Flora la belle romaine, la reine blanche comme un lys qui chantait à voix de sirène, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, où, vierge souveraine, mais où sont les neiges d'antan? François Villon. Ce poème admirable, la ballade des dames du temps jadis, chanté avec brio par Georges Brassens, est de François Villon. Ce dernier est né en 1431, l'année de la mise à mort de Jeanne d'Arc. Mise à mort entre guillemets. Mais qui fut réellement Jeanne d'Arc? Pour Christine de Pisan et Régine Pernoud, ce fut une femme indépendante et forte. Pour William Shakespeare, personnage maléfique ou sorcière. Pour Jean Chapelain, héroïne épique. Pour Voltaire, personnage burlesque. Pour Friedrich Schiller, guerrière mourante sur champ de bataille. Pour Jules Michelet, incarnation du peuple français. Pour Anatole France, instrument d'un complot clérical. Pour Monseigneur Dupanloup, sainte nationale. Pour Sacha Guitry, Bernard Shaw, résistante patriotique. Elle fut également féministe avant l'heure pour les suffragettes, et également sainte de l'Église universelle, mais également femme opprimée ou victime pour Léonard Cohen et Luc Besson. Alors Gauthier, qui fut réellement Jeanne d'Arc? Eh bien, qui fut réellement Jeanne d'Arc Factuellement, c'est une jeune paysanne lorraine, même pas tout à fait française en réalité, jeune paysanne de Domrémy qui, en 1429, éprise de vision de saint catholique, s'en va rencontrer le roi de France, Charles VII, à Chinon. Et de là, Charles VII se laisse convaincre que Jeanne doit, à l'aide d'une armée, bouter les Anglais hors de France, bouter également, il faut le dire, les alliés du royaume d'Angleterre, les Bourguignons, qui étaient en lutte dynastique contre le royaume de France, contre le roi de France. Et puis de là, Jeanne a quelques succès, à Patay notamment, quelques échecs aussi. Il y a aussi la chevauchée de Reims parmi les succès qui voit le sacre officiel du roi Charles VII, mais il y a aussi quelques échecs, d'abord devant Paris, et puis ensuite à Compiègne. Jeanne, à Compiègne, est capturée, et on connaît la suite. Mais pour répondre, ça c'était une réponse factuelle, historique, scientifique, pour répondre plus symboliquement à ta question, Jeanne, c'est tout ce que tu viens de dire. Franck, elle est féministe pour les féministes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, et Gerd Krumek y revient parce que, au fond, c'est plus qu'une biographie, c'est un livre sur l'historiographie de Jeanne d'Arc. Krumek y revient durant le Deuxième conflit mondial. Jeanne, c'est tout à la fois une héroïne pour l'État français, l'autorité de Vichy, et puis aussi une héroïne pour la France libre, du général de Gaulle. Et à chaque fois, chaque camp y trouve, dans cette personnalité, dans la figure joannique, y trouve des items qui, eh bien, sont les, je ne sais pas, le fer de lance ou les éperons de leur lutte respective. Alors justement Gauthier, c'est très intéressant, parce que Jeanne d'Arc aujourd'hui donne lieu à un mythe qui a la vie dure, à telle enseigne qu'elle est régulièrement convoquée, comme tu l'as dit, par la droite et la gauche. Rappelons-nous de l'élection présidentielle de 2012, ou plus exactement de la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen avaient choisi de s'exprimer sur ce même mythe, sur ce même symbole, sur cette légende, Jeanne d'Arc. Mais rappelons rapidement quelques faits, car de 1431, date de sa mort à Rouen, jusqu'à la fin du 19e siècle, soit quasiment 450 ans, la figure de Jeanne d'Arc, Gauthier, avait été quasiment oubliée sur le plan national. Et après des siècles d'oubli,
C'est l'historien républicain Jules Michelet qui, en 1841, dans un chapitre de son Histoire de France, quoi qu'on en pense, remarquable, qui en est en quelque sorte l'inventeur. Sous la plume de Michelet, elle devient une femme symbole de la naissance balbutiante de l'idée de patrie. Rappelons-nous également qu'en pleine guerre mondiale, en décembre 14, c'est l'Union sacrée, et Maurice Barrès fait adopter à l'Assemblée nationale une loi qui instaure une fête nationale pour Jeanne d'Arc le deuxième dimanche de mai. Ainsi va l'histoire. Cette jeune femme qui a été torturée par des religieux, dont certains diront qu'ils sont fanatiques, est aujourd'hui devenue le symbole de la France réconciliée avec l'Église catholique. Oui, il faut dire que cet oubli partiel de Jeanne d'Arc, grosso modo entre le XVe siècle et le XIXe siècle, c'est aussi lié, j'y avais pas vraiment pensé avant de le lire, mais ce livre me l'a appris, à la période d'absolutisme royal, la période qui en gros est celle de l'État moderne, la construction de l'État moderne en France entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, qui fait que, eh bien, le roi étant l'incarnation de l'État, là je reprends le mot de Louis XIV, le mot bien connu, il n'y a pas tellement de place dans ce qui n'est pas tout à fait un récit national d'ailleurs, parce que le terme serait un peu précoce, il n'y a pas tout à fait de place dans le récit historique de la construction de l'État France pour quelqu'un qui n'est pas issu de la noblesse, pour quelqu'un qui n'est pas prédestiné à être une héroïne française. Ce qui fait que l'absolutisme de droit divin compresse un peu, comprime un peu l'épopée joannique pendant plusieurs siècles. Et puis, avec la Révolution française, les choses changent un petit peu, et même beaucoup pour Jeanne d'Arc, puisqu'elle est récupérée par les révolutionnaires, et plus encore durant le Premier Empire, comme une incarnation d'une nation française qui, pour le coup, est pleinement consciente d'elle-même. Et l'on redécouvre que Jeanne d'Arc n'est pas tant au service du royaume de France que peut-être, ce terme est souvent utilisé par Croumèche dans cet ouvrage, que peut-être l'égérie d'une forme de proto-nationalisme français, c'est-à-dire de construction avant l'heure d'un nationalisme français, bien avant l'émergence de la question nationale sous la Troisième République et durant l'Empire et la Convention, etc. Mais on peut avancer que l'épisode joannique, comme l'a été 2 siècles auparavant la victoire surprise de Bouvines en 1214, c'est une des manifestations, Franck, de l'émergence d'un patriotisme français qui est aussi un patriotisme populaire, un patriotisme perçu, conscientisé par l'immense masse des Français, c'est 96% de Français qui forment alors le tiers-État. Oui, parce que la Sainte nationale est considérée à tort ou à raison comme une bergère, on en reparlera sûrement, et donc qui dit bergère dit forcément proche du peuple. Alors aujourd'hui, les historiens, les médiévistes, ont 2 sources essentielles pour mieux cerner Jeanne d'Arc. Les premières sources sont les actes rédigés au cours de son procès en 1431, donc ce procès qui va aboutir, comme chacun sait, à sa condamnation. Et la deuxième grande source également, c'est toujours le procès, mais celui-ci de réhabilitation posthume en 1456. À ces 2 grandes sources essentielles, originelles si je puis dire, vont s'ajouter des chroniques qui vont être rédigées après les événements. Mais très souvent, les personnes qui vont écrire sur Jeanne d'Arc, que ce soit les clercs ou les non-clercs, que ce soit les officiers, disons-le, de justice, lors des débats judiciaires ou des interrogatoires auxquels ces gens ont participé, beaucoup vont orienter donc les débats, et ça va être très difficile en fait d'entreprendre une recomposition objective de la vie de Jeanne d'Arc. Alors aujourd'hui, les textes essentiels nous sont parvenus concernant l'histoire de Jeanne d'Arc. N'empêche que Jeanne d'Arc, très tôt, elle est vue à la fois comme une pécheresse, comme une hérétique, comme une sorcière. C'est le grand procès de 1431. Et 1456, soit 25 ans plus tard, elle est considérée comme le signe divin que le royaume attendait pour sa délivrance, avec le sacre du roi Charles VII à Reims. Alors Gauthier, commençons par le début, si tu le veux bien. Est-ce que Jeanne d'Arc est réellement née le 6 janvier 1412 ?
Le 6 janvier, c'est pas évident à déterminer. 1412, on en est à peu près certain, même si on discute encore de l'année de naissance. Il faut dire que Jeanne se présente en 1429 à la cour de France comme étant âgée d'environ 17 ans. Alors à partir de là, les historiens de l'époque et les ecclésiastiques ont fait effectivement remonter sa date de naissance, son année de naissance plus exactement à 1412. La date du 6 janvier est peut-être un petit peu conventionnelle, mais Alors en fait, aujourd'hui, on sait que c'est une lettre du conseiller royal Perceval de Boulainvilliers lors d'un document écrit le 21 juin 1429, fixe cette date au 6 janvier 412. Or, c'est une date qui est bien évidemment symbolique pour les chrétiens. On en reparlera parce que c'est dans le calendrier liturgique. Cette date est lourde de signification. Elle rappelle l'arrivée des rois mages auprès de Jésus, les trois souverains qui portent des cadeaux et qui sont les premiers à reconnaître le Messie, l'enfant comme le Messie. Or, cette date, lorsqu'on étudie les registres de baptême dans la ville où Jeanne d'Arc est née, on ne trouve pas de mention de Jeanne d'Arc qui est née le 6 janvier 1412. Donc on peut dire que ça a été fixé peut-être par habitude ou par puissance symbolique, voire œuvre de propagande. oui, évidemment. Alors, on est sûr à peu près de son âge, hein. Il est aussi à peu près certain que la date de naissance ait pu être réétablie en quelque sorte pour correspondre, pour maximiser l'effet effectivement vis-à-vis notamment des fêtes catholiques. Ça paraît à peu près évident. Bon, c'est aussi une époque où... alors les personnages historiques les plus importants, on connaît certes leur date de naissance avec précision, plus souvent d'ailleurs leur date de mort. Mais les personnages un petit peu secondaires, comme l'est, sans lui porter offense, Jeanne d'Arc, eh bien, il est évident que sa date de naissance n'est pas connue forcément avec précision, et puis il n'y a pas d'état civil surtout. Secondaire à la naissance, par la Oui, suite. secondaire à la naissance, bien sûr. Il faut aussi également préciser que pour les populations du Moyen-Âge, cette incertitude concernant la date de naissance est quelque chose de fréquent. Aujourd'hui, on se situe facilement dans le temps, mais rappelons-nous qu'en XVe siècle, il en va autrement. N'oubliez pas qu'on est au cœur d'un royaume, et le premier jour de l'année, il varie selon les provinces. Pour certains, c'est Noël, pour d'autres, c'est Pâques, pour certaines provinces, c'est même le 1er avril. Donc très souvent, les gens sont mal renseignés sur le moment exact de leur venue au monde. Pour corroborer ton propos, lorsqu'elle dit qu'elle a à peu près 17 ans, lorsqu'elle est à la cour de France, on sait aujourd'hui que lors de son procès, elle affirme à ses juges avoir 19 ans environ. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est assez courant ces approximations. Pour prendre un personnage à peu près contemporain de Jeanne d'Arc comme Bertrand du Guesclin, lui aussi d'extraction très modeste, on dit toujours que Bertrand du Guesclin est né vers 1320. On sait qu'il est mort en 1380 parce que ensuite c'est devenu le connétable de France que l'on sait, avec les hauts faits d'armes que l'on sait durant la guerre de Cent Ans, mais on ne sait pas exactement sa date de naissance, et cela ne gêne personne, c'est une chose assez courante. Un autre exemple beaucoup plus emblématique, beaucoup plus préoccupant et beaucoup plus ancien, c'est quand même Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, hein, dont on ne sait pas s'il est né à l'an 1, littéralement, ou peut-être en -4 avant Jésus-Christ. Bien sûr, il n'est pas né 4 ans avant lui-même, mais ça illustre l'approximation autour des dates de naissance à l'époque. Alors, autre sujet qui a souvent posé problème, disons, à l'historien et aux passionnés et aux amateurs d'histoire, c'est que très souvent, Jeanne d'Arc est considérée, Gautier, comme une bergère de Don Rémy. L'imagerie populaire présente souvent Jeanne sous les traits d'une bergère attachée au troupeau de moutons dont elle a la garde. Elle aura entendu pour la première fois les voix de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, tandis qu'elle surveillait de près le bétail familial. Mais en réalité, est-ce qu'elle fut vraiment bergère, Gauthier ? On n'en est pas certain historiquement de même. Ça facilite une image d'Épinal en quelque sorte. Ça donne un petit peu de candeur, un petit peu d'innocence à Jeanne d'Arc. On n'en est pas certain tout à fait historiquement. On sait qu'elle est Lorraine, et ce qui est intéressant, c'est que la Lorraine, à l'époque, n'est pas strictement liée au royaume de France. Elle est beaucoup plus proche déjà physiquement et beaucoup plus proche au point de vue de ses intérêts, à la fois du Saint-Empire et puis de cet État bourguignon en constitution qui, on le verra, est un des éléments centraux de la guerre de Cent Ans. Alors on pourrait se dire que cette petite Lorraine, il est d'autant plus étonnant qu'elle se mette au service du royaume de France. Et c'est un peu une illustration, je crois, de ce patriotisme à la française, qui souvent fait intervenir des figures en marge, à la fois par les idées, puis parfois
tout à fait limitrophe à ce qu'est l'entité géographique française. Quand il y a des résistants qui viennent de l'Afrique noire ou de l'outre-mer, ou quand il y a une Jeanne d'Arc qui vient de la lisière du royaume de France, c'est un peu la même chose. C'est un peu des patriotes qui ne viennent pas de ce qu'on pourrait penser être le cœur de la France, ils ne viennent pas de la capitale. Alors, est-elle bergère, Jeanne d'Arc? On ne le sait pas trop. Est-elle lorraine? On en est certain, et c'est une illustration intéressante d'un certain patriotisme. Oui, on sait également que Jeanne d'Arc, elle a sûrement dû accomplir ce genre de labeur, car dans les campagnes, au Moyen-Âge, les garçons et les filles le font régulièrement, mais la famille de Jeanne n'est pas non plus d'extraction très populaire. On sait que son père occupait certaines places dans leur ville et dans leur village natal. Ce qui est intéressant, c'est là encore une fois, comme pour sa date de naissance, les clercs ont bien évidemment à l'esprit les récits bibliques, et on pense bien évidemment à David ou au Moïse, à ces figures, on va dire, de gens simples, et l'image du berger gardant le troupeau est une figure qui ne peut que parler aux catholiques, en sachant qu'à l'époque, la très grande majorité de la population est catholique. Donc, dès le départ, en fait, on reconstruit un peu cette image, et aujourd'hui, je suis à peu près certain que dans 50 ou 100 ans, les gens auront toujours cette image de Jeanne bergère. Or, il en était un peu autrement. Rappelons-le, Jeanne n'est pas issue d'une famille de paysans. Il me semble d'ailleurs qu'on voit, je dis ça sans certitude, mais il me semble qu'on voit cette image de bergère, cet archétype de la bergère dans ce dernier grand film consacré à Jeanne d'Arc de Luc Besson en 1999. Et ça apporte un petit peu à la candeur qu'on attend. À l'imagerie populaire aussi, oui, c'est clairement une image finale. D'une femme simple, loin des débats théologiques ou intellectuels, et que Dieu, dans son ironie, choisit une petite non noble, on va dire, et bergère de son état, entre guillemets bergère de son état, contrairement aux docteurs et autres intellectuels de l'époque, ou chevaliers, ou princes de sang, ou autres. Et ce qui est beaucoup plus avéré, et Croumèche y revient d'ailleurs dans son livre, c'est que Jeanne d'Arc, en revanche, est illettrée, et que, comme beaucoup de Français restent à l'époque, et que c'est pour cette raison qu'elle signe les lettres qu'elle envoie aux Anglais, notamment à Talbot, des missives très, très agressives dont on connaît la teneur, essentiellement demander aux Anglais de quitter le royaume de France. Elle signe ces missives, mais elle ne les écrit pas parce qu'elle ne sait pas écrire. Alors, l'épopée de Jeanne d'Arc, c'est essentiellement 2 années entre 1429 et 1431, depuis la rencontre du roi de France à Chinon en février 1429. Et puis son exécution sur le bûcher à Rouen en mai 1431. Mais pour autant, ce sont 2 années extrêmement riches, qui sont un peu un concentré de la guerre de 100 ans, ce conflit qui dure depuis quasiment un siècle, pas tout à fait, il a commencé en 1337, et qui oppose le royaume d'Angleterre au royaume de France, le royaume d'Angleterre prétendant à terme diriger la France, gouverner la France, en vertu de ce principe tout à fait ambigu et tout à fait craint par les partisans de Charles VII, qui est le principe de double monarchie. Par un jeu d'alliance qui est un petit peu compliqué à décrire, que peut-être tu pourras décrire, Franck, le royaume d'Angleterre en arrive à obtenir légitimement des droits sur la couronne de France. Et cela pose tout un tas de problèmes, ce qui fait qu'à la mort de Charles VI en 1422, Charles VI le fou, vous savez, il avait été pris de crise de folie depuis une trentaine d'années, et depuis il y avait eu des périodes de rémission et des périodes de folie. Depuis la mort de Charles VI en 1422, il y a double monarchie en France, et c'est le roi d'Angleterre qui est un enfant de quelques années, qui est le roi de France. Charles VII n'est roi officiellement que d'un petit royaume qui est appelé avec un petit peu d'ironie le royaume de Bourges. Ailleurs en France, ce sont les Bourguignons qui dominent, alliés au roi d'Angleterre, bon c'est un enfant, mais surtout alliés au régent Bedford, depuis le traité de Troyes de 1420. Ce sont les Bourguignons qui dominent, et ce sont
quelque sorte des collaborateurs avant l'heure. Ils collaborent avec la couronne anglaise. Et il y a une situation comme ça ambiguë où on ne sait pas trop, où les nobles français naturellement ne savent pas trop où est leur devoir, et on ne sait pas trop qui représente la France officiellement, qui des Armagnacs ou des Bourguignons. Pour revenir juste quelques secondes sur ce conflit interne à la guerre de 100 ans, il y en a eu d'autres, des conflits internes, notamment la guerre de succession en Bretagne au XIVe siècle. Pour revenir quelques secondes à ce conflit interne entre Bourguignons et Armagnacs, on a trop tendance, en simplifiant, à le qualifier de guerre civile, comme s'il y avait eu des factions de dizaines de milliers d'hommes de part et d'autre, et notamment d'hommes du peuple, du simple peuple, qui auraient pris parti, qui pour les Armagnacs, qui pour les Bourguignons. C'est bien davantage qu'une guerre civile, une guerre dynastique, simplement pour déterminer qui aura le pouvoir en France, du roi de France légitime ou de ce roi installé par la couronne d'Angleterre et qui s'appuie sur un État bourguignon à la lisière orientale de la France qui est en gestation. C'est bien plus un conflit dynastique parce que c'est simplement deux factions nobles qui s'opposent dans des duels, dans des confrontations spectaculaires et parfois sanglantes, comme le prouvent deux épisodes qui, Franck, sont bien connus. En 1407, l'assassinat du frère du roi Charles VI, Louis d'Orléans, et puis la loi du Talion, 12 ans plus tard, en 1419, l'assassinat de Jean sans peur à Montreux, c'est actuellement en Seine-et-Marne. Ces deux épisodes un peu spectaculaires de ce conflit interne de la guerre de 100 ans. Et c'est à cette époque que Jeanne a ses premières voix, des voix qui lui disent à la fois de bouter les Anglais hors du royaume de France, mais aussi, et on le verra, il y aura des différences d'appréciation avec le roi, mais aussi de ne pas transiger avec les Bourguignons. Et on verra, Franck, que le roi ne l'entend pas forcément de cette oreille. Oui, alors ce qui est intéressant justement, c'est que le conflit remonte à très loin, il remonte en 1328. Pour récapituler un peu l'histoire, c'est que Philippe IV le Bel règne sur la France. Rappelons qu'en France, c'est la loi de succession par les hommes, primogéniture masculine qui s'applique. Donc lorsque Philippe IV meurt, son premier fils prend le royaume. Et en fait, les trois fils de Philippe le Bel vont tour à tour régner, mais aucun n'aura d'enfant. Et il y a une question dynastique qui va se poser, c'est que Philippe IV le Bel a une fille qui est Isabelle de France, donc c'est la dernière fille de Philippe le Bel. Or, cette fille, Isabelle de France, a un fils, Édouard III, qui est le roi d'Angleterre. La question est la suivante, que vont se poser les légistes et les docteurs, c'est de savoir si Isabelle de France peut transmettre un droit qu'elle n'a pas exercé elle-même. Et en fait, Édouard III, lui, se pose comme candidat en se disant, d'un point de vue légitime, la chose suivante: je suis le fils, ou plus exactement le petit-fils du dernier grand roi de France, qui est Philippe IV le Bel, la couronne me revient. Or, les barons français, les nobles français, la haute aristocratie française et également les légistes français vont ressortir, Gauthier, une loi salique, loi des Francs saliens, concernant l'héritage, en expliquant que l'héritage d'un roi ne peut aller qu'à un homme et non passer par les femmes. Donc grosso modo, il va y avoir deux candidats. Un candidat à moitié anglais et à moitié français. Alors certes, il descend en ligne directe de Philippe IV le Bel, mais il est de fait anglais. Il règne sur le royaume d'Angleterre, Édouard III, et ensuite un proche parent de Philippe IV le Bel qui va rentrer dans l'histoire sous le nom de Philippe VI de Valois. Et on voit que c'est intéressant, le fait que les légistes français posent un acte très fort en préférant un roi français plutôt qu'un lien familial, certes distendu parce que c'est le petit-fils, mais il est quand même petit-fils de Philippe IV le Bel. Or, justement, les légistes français, en s'appuyant sur cette vieille coutume des Francs saliens, rappelons-le, qui remonte à Clovis, premier roi de France, à la fois pour le royaliste et pour l'histoire de France. Donc la guerre de 100 ans va commencer comme cela, à savoir que Édouard III voudra avoir la couronne de France, comme tu l'as dit, pour cette double couronne. Et donc ça va être tout d'abord une guerre d'expansion. Le roi Édouard III va vouloir augmenter ses domaines dans le nord de la France
et dans le sud-ouest, et ensuite la guerre qui allait rentrer dans l'histoire sous le nom de guerre de 100 ans va commencer. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la guerre de 100 ans, elle éclate, Gauthier, à cause d'un problème de légitimité historique. Qu'est-ce qui doit régner? Or, à son époque, Charles VII lui-même, rappelons-le et insistons là-dessus, Charles VII lui-même souffre d'un problème de légitimité pour la simple et bonne raison qu'au traité de Paris, donc son papa et sa maman ont clairement fait et cause contre lui en expliquant tout simplement que Charles VII n'était pas issu de leur lit, n'était pas issu de leur mariage, faisant de Charles VII quelque chose d'ignoble pour l'époque, dans le contexte, à savoir il faisait de Charles VII non seulement une personne non apte à régner sur le trône de France parce qu'il n'était pas leur enfant, mais surtout, il faisait de Charles VII un bâtard. Charles VII a toujours cru en ses droits à la couronne, et même lorsqu'il sera réduit de manière, on va dire, lorsqu'il sera vraiment très faible et que son royaume sera réduit à la portion congrue, le roi de Bourges, il aura toujours ce sentiment et cette volonté d'être l'héritier légitime, chose qui va être confirmée lors de cette rencontre assez improbable, assez exceptionnelle, cette rencontre au château de Chinon, en mars 429, après un long voyage en territoire bourguignon. Là aussi, on peut se poser des questions. Par quel miracle ou quel hasard Jeanne d'Arc a pu faire une longue traversée en territoire bourguignon sans se faire prendre. Et en fait, Jeanne d'Arc a réussi, en fait, lors de son entrevue avec le roi, à la fois à le rassurer et à le confirmer quant à son attitude légitime vis-à-vis les prétentions au trône d'Édouard III d'Angleterre. Oui, alors effectivement, elle rencontre Charles VII à Chinon, ce qui stupéfie notamment la cour de France, la cour royale et puis le clergé, le haut clergé qui entoure le roi, c'est que notamment elle est habillée comme un homme, et puis elle a une coupe de cheveux aussi comme un homme, une coupe en écuelle qui est typiquement masculine. Alors, malgré la petitesse évidente de sa condition, Jeanne parvient à rencontrer Charles, et c'est ensuite le début d'une épopée de 2 ans, puisque Jeanne parvient, en mai 1429, à chasser les Anglais d'Orléans. Orléans, c'était une ville où les Anglais avaient mis un siège. D'abord alliés avec les Bourguignons, et puis de manière intéressante, les Bourguignons avaient quand même levé le siège d'Orléans. On peut penser que s'ils n'avaient pas levé le siège, cette victoire de Jeanne d'Arc et de l'armée royale aurait été beaucoup plus difficile. Précisons 2 choses, Gauthier. Ce qui a vraiment aussi étonné les contemporains, c'est que 1 ou 2 ou 3 conversations en privé entre Jeanne d'Arc et Charles ont suffi à Jeanne d'Arc pour obtenir à la fois des armes et des soldats, ce qui est quand même assez étonnant, mais également la chose également qui est également très très surprenante, c'est que non seulement elle obtient des armes et des soldats, mais en plus elle obtient un poste de commandement donc dans cette armée, ce qui est quand même très étonnant étant donné sa position de femme et de roturière. Et l'autre chose à dire également en précision historique, d'un point de vue stratégique pour nos auteurs, regardez une carte de France, regardez où est Orléans. Si Orléans cède, la route en fait du royaume de Bourges est ouverte et à l'époque, vu le rapport de force, sans nul doute, les Anglais, on peut le présumer, le présager, auraient certainement remporté une victoire, à condition que la ville d'Orléans cédât. Mais cette ville n'a pas cédé, et c'est là justement un des premiers faits d'armes de Jeanne d'Arc qui vont enrichir et entretenir sa légende. Effectivement, c'est la libération d'Orléans, dont la date est bien connue, le 8 mai 1429, et ce qui nous donne ensuite à la fois les fêtes joanniques traditionnelles à Orléans chaque 8 mai, et qui aussi donne cette fête nationale en l'honneur de Jeanne d'Arc chaque 2e dimanche du mois de mai, qui est plus ou moins fêté par ailleurs. Alors cette victoire à Orléans initie ensuite la seconde étape de l'épopée de Jeanne d'Arc, dont on vous a parlé brièvement. C'est qu'il ne s'agit pas tant de vaincre à Orléans symboliquement et de bouter les Anglais hors de France, il s'agit aussi que le roi Charles VII, jusqu'alors assez faible, il est réduit à ce petit royaume de Bourges. J'ai vu aussi parfois le terme de Delphinat, ça vous montre que c'était c'était le royaume d'un dauphin finalement, qui n'arrivait pas à être un roi à part entière. Il s'agit ensuite que le roi, comme il est d'usage depuis plusieurs siècles, se fasse sacrer à Reims, et Jeanne et ses hommes devront pour cela chevaucher
de nouveau en territoire bourguignon, ce qui n'a rien d'évident effectivement. Il faut rappeler que les Bourguignons sont, on l'a dit, alliés à l'époque des Anglais. Ils ne sont pas systématiquement alliés d'ailleurs aux Anglais. Et puis le roi de France essaye d'avoir parti lié avec eux, d'atténuer un petit peu leurs ambitions qui sont fortes, hein, puisqu'on le verra, bien au-delà de la guerre de 100 ans, il y aura conflit entre le royaume de France et ce duché de Bourgogne, cet état bourguignon assez important entre les Pays-Bas, la Lorraine, l'Alsace et le Luxembourg et la partie orientale de l'actuelle Allemagne. Ça durera tout ça jusqu'en 1477 et la chute de Charles le Téméraire, c'est une autre histoire. En tout cas, cette alliance, cette mésentente plus exactement entre Bourguignon et Armagnac, elle n'est pas systématique. Charles essaiera d'obtenir leur faveur, Charles VII essaiera de négocier des trêves, de parfaire peut-être une paix future. Jeanne est beaucoup plus frontale, elle ne l'entendra pas de cet avis. Elle exprimera dans une lettre au moins, une lettre qui n'est pas de son écriture, mais qui est dictée par elle, sa réticence, par exemple, à une trêve de 15 jours avec les Bourguignons. Pour autant, c'est tout de même Charles VII qui aura le dernier mot, puisque après la mort de Jeanne en 1431, quelques années après, ce sera le traité d'Arras en 1435, et ce traité concrétisera la paix entre les Armagnacs, représentants légitimes du royaume de France, et ces Bourguignons en dissidence. Ce sera ensuite, Franck, une accélération de la guerre de 100 ans, avec une accélération des victoires françaises, jusqu'à cette victoire capitale de Castillon en 1453, et la fin de la guerre de 100 ans. Qui intervient quand même la victoire de Castillon, quasiment plus de 20 ans après la mort de Jeanne d'Arc. Oui, et plus de 100 ans après le début du conflit. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une fois que Jeanne d'Arc obtient hommes, chevaux et commandements, comme tu l'as dit, il y a la chevauchée de Reims. Donc on l'a dit, on l'a répété, le roi Charles VII avait été déshérité par le traité de Roye. Or, beaucoup consacrent ce sacre de Reims comme le résultat d'une volonté divine, d'autant plus que Reims était au cœur du territoire contrôlé par les Bourguignons. Or, cette partie de la vie de Jeanne d'Arc constitue communément son épopée. Ça fourmille d'anecdotes, les contemporains voient régulièrement des petits miracles, le tout conforté par des références plus ou moins explicites aux temps anciens et à la fois à la Bible. On parle également de la découverte miraculeuse de l'épée dite de Charles Martel sous l'autel de Sainte-Catherine de Fierbois en mars 1429, c'est un exemple. En tout cas, l'arrivée de Jeanne d'Arc sur le champ de bataille permet justement un combat psychologique. Là où les Français étaient capables de perdre une bataille à 10 000 contre 200, aujourd'hui, c'est eux qui gagnent les batailles en étant en infériorité numérique. Donc, chevauchée de Reims, siège de Troyes, et ensuite, grand premier accro, on peut dire, Gautier, c'est le siège de Paris en 1429. Expliquons rapidement les faits, c'est que dans la foulée du sacre de Reims, Jeanne d'Arc tente de convaincre le roi de reprendre Paris aux Bourguignons et aux Anglais. Mais il hésite, il est sacré. Roi, c'était ce qui lui importait pour asseoir sa légitimité et faire taire les derniers détracteurs qui disaient de lui qu'il était un bâtard. Cependant, même si Charles n'est pas d'accord pour que Jeanne mène une grande attaque d'envergure contre Paris, il consent quand même malgré tout à lui laisser attaquer Paris, et Jeanne mène une attaque à Paris le 8 septembre 1429, mais elle est blessée par un carreau d'arbalète lors de l'attaque de la porte Saint-Honoré. Donc l'attaque est rapidement abandonnée, et beaucoup diront déjà à l'époque que cette faveur du ciel, si elle existait, est déjà partie. C'est un peu un paradoxe de l'histoire d'ailleurs qu'elle soit blessée par une arbalète, et ça va nous permettre de faire un petit point de stratégie militaire, parce que vous savez peut-être que dans un premier temps de la guerre de 100 ans, les Français ont été très nettement défavorisés militairement compte tenu de leur armement et de la supériorité technique des Anglais. Pour vous expliquer brièvement, en gros, jusqu'aux années 1430 et la professionnalisation de l'armée française, qui est une des œuvres concrètes de Charles VII, jusqu'à cette période-là,
l'armée française misait sur la chevalerie. Et on en a vu certains excès de ce système stratégique, notamment la désastreuse défaite d'Azincourt en 1415. Mais surtout, il y avait une opposition entre fantassins anglais armés d'arcs et fantassins français armés d'arbalètes. C'est les Français qui avaient les arbalètes. Alors c'est paradoxal que Jeanne soit blessée par une arbalète. C'est les Français qui avaient les arbalètes, qui étaient des armes très puissantes, capables de transpercer des armures en métal, mais qui avaient le désavantage, le double désavantage d'être très lourdes et de tirer très peu de coups. Tandis que les arcs anglais, qu'on appelait des longbows, qui étaient des arcs immenses, à peu près 1,80 m ou 2 mètres, en étant construits en bois d'if, qui est un bois extrêmement léger, extrêmement flexible, avaient une supériorité technique évidente. Ces longbows pouvaient tirer 12 flèches à la minute. Vous imaginez la supériorité anglaise sur les arbalètes françaises. Et ça explique une grande partie des premiers échecs de la France pendant quelques décennies, jusqu'à ce qu'elle comprenne non seulement qu'elles doivent prélever l'impôt pour augmenter ses ressources, mais aussi qu'elles doivent se constituer une armée de métiers plus diversifiée, une sorte d'armée comme le seront les armées ensuite, les armées de conscription. Ça explique ce simple duel entre arbalète et arc, ça explique quand même beaucoup de choses. Oui, et puis rappelons également que l'arbalète, à l'époque, elle est méprisée par la chevalerie, car elle est considérée par les chevaliers comme une arme déloyale, parce qu'elle permet de tuer à distance. Ouais. Et puis elle avait été, n'oublions pas qu'elle avait été interdite par l'Église. Quelques décennies par la papauté. Oui, par l'Église, oui. Il y avait même eu des anathèmes et des excommunications, parce que cette arme était considérée comme trop meurtrière, et également ne respectant pas une certaine éthique du combat. Quoi qu'il en soit, Jeanne d'Arc donc n'arrive pas à reprendre Paris aux Bourguignons et aux Anglais, et la Pucelle, comme on l'appelle alors, décide de continuer un peu le combat, mais déjà Charles VII montre d'extrêmes réticences. Beaucoup de conseillers de Charles VII travaillent et militent en fait ce qu'on peut appeler déjà à l'époque pour un parti de la paix. Le roi de France est légitime, il est reconnu comme tel par les cours internationales. Pour beaucoup de proches conseillers du roi, le plus dur est fait, et donc le combat ne sert à rien. Jeanne d'Arc et ses principaux compagnons, Gautier, ont une vision un peu différente. Le sort des armes nous est favorable, l'envie est de notre côté, la légitimité est de notre côté. Profitons-en pour chasser les Anglais du royaume de France une bonne fois pour toutes. Mais Charles VII va être très très prudent. Et il ne voudra pas justement repartir dans des grandes attaques militaires, préférant à ce moment-là de sa carrière politique, disons-le clairement, préférant temporiser la guerre pour en fait gagner la paix. Mais Jeanne d'Arc ne l'entend pas de cette oreille. Oui, c'est vrai qu'il y a deux systèmes qui s'affrontent un petit peu. Jeanne et ses hommes sont portés par une sorte d'élan mystique. Il faut dire qu'ils ont les victoires derrière eux qui peuvent leur faire penser avec un certain optimisme, un certain idéalisme, que la suite logique, c'est une victoire contre Paris qui est en sédition. Il faut dire qu'il y a eu quand même quelques victoires spectaculaires, y compris des victoires qui ne sont pas strictement des faits d'armes. Par exemple, au début de l'été 1429, la soumission des villes de Troyes et de Châlons, qui étaient des cités bourguignonnes, s'est faite sans coup férir. Il n'y a pas eu du tout de combat. Ce sont des villes qui compte tenu de la levée du siège d'Orléans, se sont soumises spontanément, et ça a pu comme ça galvaniser les troupes conduites par Jeanne d'Arc. Pour illustrer un petit peu tes propos concernant les rapports entre la cour et Jeanne d'Arc, cette difficulté de compréhension, Gerd Krumesch revient sur le thème bien connu de la trahison de la Pucelle, le fait que Charles VII, en somme, en praticien d'une réelle politique,
aurait pu se servir initialement de Jeanne d'Arc et puis la lâcher compte tenu d'intérêts géopolitiques supérieurs à la personne de Jeanne. Krumesh y revient notamment page 120 et il nous explique, je cite, qu'au compte de la trahison de la pucelle, on peut mettre en avant le fait que Charles VII et ses conseillers ne voulurent pas vraiment ou ne purent pas prendre ouvertement position contre l'ardeur belliqueuse de Jeanne. Ils privilégièrent une sorte de stratégie durable, la laissant poursuivre les combats tout en engageant, contre son gré, voire à son insu, des négociations. Avec ce petit extrait, Gerd Krumesh nous montre qu'il y avait d'une part l'épopée johannique officielle qui était plutôt sur une bonne dynamique jusqu'à ce premier échec du siège de Paris. Et puis il y avait les tractations officieuses, pas avec les Anglais, mais avec les Bourguignons, qui encore une fois étaient dans une position, Franck, qui n'était pas strictement antagoniste, d'une part au parti des Armagnacs, et d'autre part à la cour de Bourges. Je pense que tu as dit l'essentiel tout à l'heure. Il ne faut pas voir dans les oppositions, comme on l'a dit pour d'autres émissions, notamment l'émission de Machiavel entre les Gibelins et les Guelfes, il ne faut pas toujours voir des oppositions marquées et opposées. Les choses sont plus compliquées et beaucoup plus nuancées. Les gens louvoient, les gens complotent, les gens discutent, les gens se connaissent. Parfois, on trouve des membres de la même famille dans le camp bourguignon ou dans le camp des Armagnacs. Quoi qu'il en soit, Jeanne d'Arc, elle désire continuer le combat, mais le roi ne peut pas la désavouer publiquement parce qu'il se mettra à dos ce petit peuple qui considère vraiment Jeanne d'Arc comme une sainte envoyée par Dieu pour sauver la France. Donc, que fait Charles VII? Il négocie et en même temps, il donne de moins en moins de pouvoir à Jeanne d'Arc. Il lui réduit également sa maison militaire. Et donc, ce que Jeanne d'Arc ne va pas apprécier, ne va pas comprendre, mais elle va quand même s'entêter dans sa volonté de chasser les Anglais hors de France une bonne fois pour toutes. Et il va se passer ce que tout le monde connaît, son arrestation à Compiègne. Oui, son arrestation à Compiègne, c'est en 1430, une arrestation non pas par les Anglais, mais par les Bourguignons, et les Bourguignons s'empressent alors de vendre Jeanne aux Anglais pour la somme de 10 000 livres. S'ensuit ensuite le procès que tout le monde connaît, le procès en hérésie de Jeanne d'Arc, qui est conduit par l'évêque de Beauvais, ancien recteur de l'université de Paris, qui est Pierre Cochon naturellement. Et puis s'ensuit toute une série de questions, d'interrogatoires, de contre-interrogatoires, pour finir par la mise au bûcher de Jeanne d'Arc en mai 1431 à Rouen. Pour revenir juste quelques secondes à ce que tu disais sur ces antagonismes un peu contradictoires entre Bourguignon-Armagnac et puis peut-être même entre Français et Anglais, je pense que nous avons cette vision un peu simpliste parce que notre jugement historique peut être déformé par les expériences les plus récentes, et notamment pour le coup par la guerre totale, qui n'existe pas du tout à l'époque, et certaines configurations de guerre, notamment celle de la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement, ou même de la Première d'ailleurs, où effectivement c'est bloc contre bloc, et c'est une lutte irréductible, c'est une lutte à mort. L'exemple parfait, c'est la lutte entre les Allemands et les Soviétiques. C'est pas du tout comme ça à l'époque, il n'y a pas de guerre totale. Il n'y a pas encore d'armée nationale comme... Il n'y a pas encore d'armée nationale, ce sont des milices. Les victimes sont majoritairement militaires et non pas majoritairement civiles, comme dans nos conflits actuels. Donc notre jugement historique peut quand même être déformé par la vision que nous avons des conflits contemporains. Et puis il y a une deuxième chose qui est intéressante et qui me semble logique, je ne sais pas si c'est une vérité historique, mais on peut penser que Charles VII étant roi et Jeanne d'Arc étant paysanne, il est normal que Charles VII soit quand même beaucoup plus au fait de la complexité, voire de la contradiction des configurations géopolitiques, le fait que l'on peut discuter avec un adversaire, voire un ennemi potentiel, et que Jeanne a une sorte de bon sens populaire, mais qui est aussi une approche beaucoup moins nuancée, beaucoup plus frontale. Ça expliquerait peut-être la différence d'a priori psychologique vis-à-vis des Bourguignons entre, d'une part, Jeanne d'Arc et d'autre part, Charles VII. Oui, beaucoup expliqueront
volonté d'aller droit au but par des origines sociales, alors non pas de basse extraction, mais plutôt modestes, et par le fait de ne pas connaître les subtilités, on va dire, diplomatiques et les subtilités de cour et tout simplement le langage politique de l'époque. Quoi qu'il en soit, lors de son procès, comme tu l'as dit, Jeanne est donc soumise aux questions des éminents spécialistes de l'époque à Poitiers. Donc on se renseigne sur son passé, on recueille les témoignages de la population à Domrémy. Jeanne était-elle bonne chrétienne? Est-ce qu'elle allait communier? Se confesse-t-elle souvent? Comment se manifestaient ses voix? On lui pose des questions dont certaines sont restées à la postérité. Un homme d'église lui pose la question mais les anges qui vous parlaient étaient-ils habillés? Tout le monde connaît cette fameuse réponse, mais depuis quand notre Seigneur Dieu ne pourrait pas les vêtir? Autre question également très connue et célèbre, lorsqu'on essaie de piéger Jeanne d'Arc sur son catholicisme et sa pureté, disons-le, théologique ou doctrinale, Jeanne, êtes-vous en état de grâce? Donc si elle répond oui, on va l'accuser d'orgueil, et si elle répond non, on l'accusera d'être un démon. Et donc Jeanne d'Arc a cette réponse admirable, qui est vraiment pleine de bon sens et d'humilité, et elle répond de cette manière, si je ne suis pas en état de grâce, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu fasse en sorte d'y rester. Autre pratique qui peut étonner les contemporains, et notamment les plus jeunes, on va également vérifier, grâce à l'aide d'une matrone, si Jeanne d'Arc est réellement vierge. Parce que cette préoccupation en fait de la virginité est très importante, parce qu'à l'époque on partait du principe que les sorcières ne pouvaient présenter la garantie de la virginité, puisque les sorcières, pour mettre en place leurs pratiques malfaisantes, devaient s'offrir régulièrement au diable. La matrone fait son examen, et la paysanne, la bergère comme on dit déjà, n'a pas menti. Donc malgré sa bonne foi évidente, il ne faut pas oublier que c'est un procès à la fois politique. Les Anglais sont en train de perdre la bataille, on voit bien qu'il y a un tournant dans la guerre, et c'est toujours plus facile, Gauthier, dans l'esprit de l'époque, de dire qu'on a perdu contre un envoyé du diable, du démon, plutôt qu'on a perdu contre une fille de basse extraction qui n'avait jamais tenu une arme ou monté à cheval en armure avant 1429. Oui, c'est évident. C'est évident que c'est un procès politique, non seulement pour les Anglais, mais aussi pour les Français. En tout cas, le contre-procès, le second procès de 1450-1456, montre sa dimension de procès politique, parce que, même s'il est suscité par le pape, Calixte III, ce second procès, il doit aussi permettre à Charles VII, qui a un peu fait oublier qu'il a, dans un second temps, délaissé Jeanne d'Arc. Ça doit lui permettre de se remettre pleinement sur pied, et puis, tout de même, ça doit lui permettre que l'Église lui assure qu'il n'a pas été sacré par une envoyée de Satan, parce que... Pas sacré, mais donc la personne qui l'a mené à Reims, qui l'a mené jusqu'à Reims ne soit pas... Chromèche y revient d'ailleurs explicitement en citant le mot de Satan. Il s'agit quand même de déterminer que dans l'histoire, le royaume de France n'est pas entaché par une figure qui serait satanique. Ou maléfique. Ouais. Ou maléfique. Et ce contre-procès suscité par le pape Calixte, approuvé à dessein par un Charles VII au fait de son pouvoir, qui veut en tirer un profit évident, c'est une illustration que le procès est politique, y compris pour les Français. Il a été politique pour les Anglais parce qu'il s'agissait de compenser un petit peu leur désaveu sur le plan militaire. Il est politique pour les Français 20 ans plus tard, 20 ans après la mort de Jeanne d'Arc, parce qu'il s'agit de conforter le pouvoir royal contre les Anglais. Entre-temps, il faut dire que, comme on l'avait signalé, la Bourgogne s'est dissociée des ambitions anglaises au bénéfice immédiat de Charles VII, et ce souffle d'air frais du traité d'Arras, ce souffle d'air frais des victoires, notamment de la victoire de Castillon en 1453, est bienvenu, puisqu'il intervient en plein durant ces 6 années de second procès de Jeanne d'Arc. C'était un petit peu trop tard, puisque Jeanne d'Arc, on le rappelle, a été brûlée sur le bûcher le 30 mai 1431. Alors Jeanne d'Arc, comme tu le dis, meurt sur le bûcher le 30 mai 1431 comme relapse
relapse d'un point de vue de l'Église, c'est-à-dire une personne qui a été convaincue d'hérésie, qui a abjuré ses erreurs et qui est retombée dans son erreur. Donc l'Église de l'époque la condamnée au bras séculier, et Jeanne d'Arc est mise à mort. Alors, selon les premières chroniques de l'époque, dès que Jeanne d'Arc meurt, un soldat anglais aurait murmuré « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte ». Les cendres de la Lorraine sont ensuite dispersées, car les autorités craignent déjà à l'époque que ces restes ne fassent l'objet d'une dévotion populaire et que les restes de son corps en fait ne se transforment déjà en reliques. Alors l'histoire de la petite Jeanne, de cette petite paysanne des marches de l'Est du Royaume de France ne s'achève pas sur la place du marché, car déjà très vite son personnage survit avec elle. Dès l'époque, certains diront qu'elle a été manipulée, remodelée, embellie, elle devient tout de suite l'enjeu d'un symbole. Certains nobles français, honteux d'avoir vu qu'une femme pouvait conduire les armées et les mener à la victoire contre ces Anglois, ces Anglais tant honnis, vont déjà faire courir le bruit que finalement Jeanne d'Arc serait d'ascendance aristocratique. On parle même d'une demi-sœur de Charles VII, d'un enfant caché de la famille royale. Dès le départ, en fait, il y a déjà, Gautier, des équivoques sur la nature réelle de l'origine sociale de Jeanne d'Arc. Oui, effectivement, et ces équivoques, ces fausses informations, Krumesh y revient dans les dernières pages de son livre, et dans un chapitre où il montre qu'il a la dent particulièrement dure contre ce qu'il appelle les mythographes. Krumesh revient sur, je cite, « la tentation des écrivains à sensation et des historiens amateurs de déformer la réalité ». Il revient sur différentes manifestations de ces imprécisions historiques, notamment un livre qui, lui, Krumesh, je ne sais pas si ce livre l'a blessé, mais il a vertement critiqué ce livre, c'est L'affaire Jeanne d'Arc, un livre qui est sorti en 2007 et dont a été tiré un documentaire sur une chaîne pourtant sérieuse, une chaîne culturelle sérieuse, qui est Arte. Eh bien, Krumesh rappelle toutes les imprécisions de ce livre, tous les mythes de ce livre, des mythes qu'il s'empresse de déconstruire, non sans faire part d'un certain agacement. Il faut dire que, ça n'est pas cité dans le livre, mais quelqu'un comme Laurent Deutsch, dans son Métronome, utilise un certain nombre des thèses de l'affaire Jeanne d'Arc. Ça n'est pas mentionné dans ce livre, mais comme quoi ça a une certaine résonance dans une certaine histoire de grande vulgarisation. C'est un petit peu dommage parce que ça contribue à rendre l'approche de Jeanne d'Arc essentiellement religieuse, ce qui peut se concevoir, ou mythologique, ce qui est plus problématique, et pas assez scientifique, et pas assez historique. Pour conclure, on peut dire que Krumesh met en avant une approche essentiellement scientifique, ce qui peut paraître un petit peu évident en histoire, mais quand même, pour Jeanne d'Arc, qui est un sujet un petit peu maudit, ça n'a jamais été si évident que ça. Les milliers de livres qui existent sur Jeanne d'Arc, les dizaines de films qui existent sur Jeanne d'Arc, au-delà de celui de Besson de 1999, n'ont pas forcément brillé par une approche scientifique tout à fait exacte. Eh bien, Krumesh s'inscrit dans une autre logique, ce qui est d'autant plus à son honneur que ce n'est pas un historien français, et qu'encore une fois, Franck, ce n'est pas un historien médiéviste, puisque Krumesh est un spécialiste de la Première Guerre mondiale. Oui, alors on peut également rappeler que après le procès de 1400, enfin la procédure de réhabilitation, Jeanne d'Arc donc redevient l'envoyée que Dieu a chargé d'une mission, et donc elle est celle qui a conduit les dauphins sur les marches du trône. Un siècle plus tard, la Ligue catholique, ce parti dirigé par l'Église pour la restauration de la foi catholique, s'approprie le mythe, et ensuite, comme on l'a dit, le temps des Lumières introduit une rupture, l'auréole glorieuse de l'épopée jannique s'estompe, on rappelle les propos de Voltaire qui qualifie la pucelle d'idiote, Rousseau, Montesquieu entretiennent cette vision d'un Moyen-Âge
obscure, avec des populations ignorantes, naïves, écrasées par l'emprise de l'Église sur la société, bien loin de la réalité historique. Et il faut se rappeler que la première fois où Jeanne d'Arc revient dans l'histoire, c'est à l'occasion justement de 1870-1871, lorsque la France est occupée, cette fois-ci par notre autre ennemi héréditaire, Gautier l'Allemand. Et l'Allemand, il est installé où, Gautier? Il est installé en Alsace, Lorraine, la patrie de Jeanne d'Arc. Blessé dans son orgueil, la France a besoin d'un héros, de modèle, et c'est bien évidemment Jeanne d'Arc qui est choisie comme résistante à l'envahisseur germanique, aux Teutons. Allons vite dans l'histoire, car l'heure d'émission approche. Jeanne est béatifiée en 1909, puis canonisée à Rome par le pape en 1920. Elle devient une sainte de l'Église. Le geste est aussi éminemment politique. Il traduit la volonté du Vatican, du pontife romain, de se rapprocher de la Troisième République sur un symbole commun, le but étant d'apaiser les déchirements violents que l'anticléricalisme affiché du régime a provoqué par le passé, notamment l'affaire des fiches et également cette loi de 1905. Alors aujourd'hui, les régimes politiques se succèdent aux uns aux autres, mais le mythe de Jeanne d'Arc est toujours un enjeu politique. Aujourd'hui, la droite nationale ou la droite nationaliste ou également la droite extrême en a fait sa figure. Or, l'engagement de la pucelle au service de son pays présentait un modèle différent, à la fois un modèle catholique et monarchiste. Aujourd'hui, la droite monarchiste, d'un point de vue politique, n'existe plus. Pourtant, Jeanne d'Arc continue d'être honorée ici ou là par des groupes ou des groupuscules, disons-le clairement, de droite ou de droite extrême. Aujourd'hui, les partis de gauche ont de plus en plus de difficultés à revendiquer son image, alors que par le passé, ils ne s'en sont pas privés pour revendiquer Jeanne d'Arc comme une figure tutélaire, cette figure du peuple brisant les chaînes de l'autorité et le joug de l'étranger. Oui, effectivement, c'était, Franck, auparavant, Jeanne d'Arc, durant le XXe siècle, une figure qui était unanimement, j'allais dire, récupérée par la classe politique, y compris par une formation comme le Parti communiste durant l'entre-deux-guerres. Jeanne d'Arc était un des symboles qu'il utilisait comme une sorte de vecteur d'émancipation nationale, une sorte d'anticapitaliste avant l'heure. Deux anecdotes avant de conclure cette émission. Tout d'abord, Franck, on peut penser que Jeanne n'aurait pas forcément été sanctifiée par le pape Benoît XV si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale. C'est un petit scénario d'Uchronie, mais c'est quand même intéressant de constater comme quoi une victoire, une défaite peuvent changer bien des choses. Et maintenant, l'Allemagne ayant été défaite en 1918, eh bien, Jeanne est sainte de la patrie française. Et puis une anecdote qui est une citation du livre de Gerd Krumesch, qui est une citation d'Augustin Thierry, un historien, qui date de 1820, qui nous montre que durant le 19e siècle, Jeanne d'Arc devient une figure de ce patriotisme français naissant. Je cite, « D'où vint le secours qui chassa les Anglais et releva le trône de Charles VII lorsque tout paraissait perdu ? N'est-ce pas d'un élan de fanatisme patriotique dans les rangs des pauvres soudoyés et de la milice des villes et des villages ? L'aspect religieux que revêtit cette révolution n'en est que la forme. C'était le signe le plus énergique de l'inspiration populaire. » Thierry nous explique dans ces phrases que l'aspect religieux de l'épopée johannique compte, mais qu'il y a aussi une dimension à la fois patriotique et à la fois populaire, comme de la manière dont l'explique Krumesch, comme l'exemple d'une sorte de proto-nationalisme français. Gauthier, merci pour cette conclusion très intéressante qui, nul doute, et je l'espère, fera réfléchir nos lecteurs. Donc notre émission Jeanne d'Arc en vérité, livre de Gerd Krumesch est maintenant terminé. On le rappelle que ce livre a été préfacé par le grand médiéviste Philippe Contamine. Et Gauthier, on donne rendez-vous à nos auditeurs courant mois de mai pour une émission préenregistrée sur les événements de mai 68.
Exactement, comme c'est le cinquantenaire de mai 68, il est difficile d'occulter cette question. Nous reviendrons donc sur Fréquence Histoire le 13 mai prochain sur un épisode particulier de mai 68, qui est un ensemble de manifestations. Hein. C'est pas simplement le mai 68 étudiant, à telle enseigne que nous, sur Fréquence Histoire, nous reviendrons sur l'aspect particulier du mai 68 ouvrier, qui officiellement commence le 13 mai 1968. Pourquoi ? Parce que c'est le début de ce qui sera, on ne le sait pas encore, mais la plus grande grève générale de l'histoire de France. C'est quand même un événement politique et social considérable, d'où beaucoup de choses, notamment les accords de Grenelle, les grèves spectaculaires à Renault, à Boulogne-Billancourt, etc. On y reviendra donc le 13 mai prochain sur l'antenne de Fréquence Histoire. Auditrices, auditeurs, amoureuses et amoureux de l'histoire, on vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité qui est constante. Merci de vos messages, d'apprécier nos publications sur les différents réseaux sociaux, de participer à la réussite de notre émission par vos commentaires et vos questions. Et également, merci pour le record d'audimat de notre dernière émission. Gauthier, peux-tu nous faire un petit focus rapidement, s'il te plaît ? Ah oui, on a oublié de le préciser en quelques secondes. Notre dernière émission sur la découverte du Brésil par Cabral est un record d'audience depuis la création de Fréquence Histoire il y a quasiment 6 mois jour pour jour, puisque nous sommes à 13 000 écoutes cumulées. On n'avait jamais atteint ce chiffre, puisqu'on était plutôt sur des étiages de 2-3 000 au maximum. Donc merci pour cette belle marque d'estime, ça nous va droit au cœur. Gauthier, excellente soirée à toi. Oui, excellente soirée à toi, Franck, et excellente soirée aux auditeurs. Et rendez-vous donc le 13 mai pour le mai 68 ouvrier.